Les approches thérapeutiques en sclérose en plaques ont principalement trois objectifs. Le premier objectif, c'est quand un patient fait une poussée aiguë, on peut, avec une médication, être capable de contrôler la durée et la sévérité de la poussée. Et comment on fait ça? On peut donner à ce moment de la cortisone. Les approches peuvent varier d'une clinique à l'autre, d'un médecin à l'autre, mais le but principal, c'est de donner de la cortisone pendant 5 à 7 jours. On peut donner intraveineux ou par la bouche. Et ce que ça permet, c'est que ça permet de raccourcir la durée d'une poussée. Bien sûr, on ne donne pas de la cortisone à chacune des poussées, mais quand la personne a une poussée significative qui la nuit sur le plan fonctionnel, on peut donner de la cortisone. La deuxième approche qui peut être utile, c'est qu'on peut aussi traiter des symptômes de la maladie. En sclérose en plaques, les patients peuvent avoir des problèmes de spasticité, ils peuvent avoir des problèmes de douleur, on peut avoir des problèmes urinaires. Alors, on peut, avec des médicaments, modifier les symptômes puis améliorer la qualité de vie des patients. Et ça, c'est utile autant en début de maladie que chez des gens qui sont moins chanceux, qui ont des maladies plus importantes. La troisième approche qu'on peut utiliser en sclérose en plaques, c'est on est depuis déjà presque 20 ans, on a des médicaments qui sont capables de modifier l'histoire, l'évolution de la maladie. Donc, on peut, avec des médicaments, être capable de diminuer la fréquence des poussées, la sévérité des poussées, et aussi de retarder, puis on espère aussi pouvoir empêcher la survenue de la forme progressive secondaire, la forme qu'on veut éviter chez nos patients. Des traitements disponibles en prévention de poussée, il y en a plusieurs. On est passé de 0 traitement dans la fin des années 80 à 4 traitements au début des années 90, à 6 traitements à la moitié des années 80, puis maintenant on approche de presque 11 traitements. Ces médicaments-là se distinguent aussi avec le temps par, d'une part, leur efficacité, mais aussi par leur risque. Alors, ce qu'on utilise en première ligne, les médicaments qu'on utilise, c'est des médicaments qui sont là depuis longtemps. C'est des médicaments qui ont une efficacité, disons, modérée, mais c'est des médicaments qui sont aussi, en termes de sécurité, qui sont pas peu de risques à long terme. Alors, les médicaments qu'on a en première ligne, c'est les médicaments qu'on a depuis déjà une quinzaine d'années et qui sont il y a une classe de famille qui sont des interférons. Donc, on a le Rebif, on a le bêta-séron, on a l'Avonex, et aussi, on a l'Extavia, qui est une molécule qui est apparue sur le marché depuis environ 4 ans, qui est une copie du bêta-séron. On a aussi une autre molécule qui est différente des interférons, qui s'injecte aussi en sous-cutané, qui s'appelle le Copaxone. Alors, ces médicaments-là, c'est des médicaments qui existent depuis déjà plusieurs années, qui ont fait leurs preuves et qui ont l'avantage d'être sécuritaires à long terme, avec une efficacité modérée. Dans les dernières années, en fait, depuis les 2 dernières années, on a eu accès maintenant à des médicaments qui sont disponibles par la bouche, qui se donnent en pilule. Et ça, c'était une avancée puisque beaucoup de patients, depuis déjà plusieurs années, attendaient ces médicaments-là. Et ces médicaments-là sont aussi des médicaments qu'on dit de première ligne, c'est-à-dire des médicaments qu'on peut donner en début avec une efficacité, disons, modérée et avec un risque qu'on connaît moins, par contre, la sécurité à long terme. Et il y en a 2 molécules qui sont disponibles au Québec pour cette indication-là, c'est l'Aubagio et le Tecfidera. Par la suite, vous passez à un deuxième niveau, c'est-à-dire vous avez des médicaments qui sont considérés plus efficaces, mais qui représentent plus de risques. Et c'est des médicaments qu'on va utiliser surtout quand on a des échecs en première ligne. Alors, le médicament qui est le plus connu, qui existe depuis déjà presque 7 ans, 8 ans, c'est le Tysabri, qui se donne en injection intraveineuse, qui est une médication qui est très efficace. Par contre, il y a des risques, on pourra parler tout à l'heure. On a une autre molécule qui se joue aussi à ce niveau-là, qui se donne cette fois en comprimé, qui est en pilule, qui s'appelle le Gilenya, qui a aussi une efficacité supérieure à la première ligne, mais avec certains risques. Et tout récemment, on a eu maintenant une nouvelle molécule qui est disponible, dont l'efficacité se compare très bien au Tysabri, qui s'appelle l'Entrada, qui est une médication qui se donne en injection intraveineuse pour des courtes périodes, on y reviendra plus tard, mais qui aussi porte des risques à long terme. Alors, grosso modo, ça, c'est des molécules. On a d'autres molécules qui sont aussi disponibles, qu'on utilise moins, comme par exemple la mitoxantrone, qui est une médication qui est une forme de chimiothérapie, qui a été beaucoup utilisée dans les années 90, mais qu'on utilise moins, parce qu'il y a des risques, notamment, de leucémie. Alors, c'est les molécules, le choix des options, les différentes options qu'on a pour traiter nos patients. Alors, qu'est-ce qui différencie les différents médicaments de première ligne? Alors, les médicaments de première ligne, on peut commencer avec les plus vieux. C'est les médicaments qu'on utilise depuis déjà plusieurs années, que la
en fait, tous les médecins sont familiers maintenant. C'est tous des médicaments qui sont en injection. Alors, c'est des médicaments qu'on administre par des injections sous-cutanées. Donc, la personne qui utilise ce médicament-là doit s'entraîner à faire cette administration-là. Alors, on a la classe des interférons. Dans les interférons, il y a donc l'Avonex, le Rebif, le Betaseron et l'Extavia. Alors, dans ces quatre-là, il y en a un qui distingue des autres, c'est l'Avonex, qui se donne par une administration intramusculaire une fois par semaine. Dans les trois autres, le Rebif, le Betaseron et l'Extavia, c'est des molécules qui s'injectent en sous-cutané à une fréquence d'environ chaque 2 jours pour le Betaseron et l'Extavia et 3 fois par semaine pour le Rebif. Alors, ces médicaments-là, les interférons, ils ont toutes la même caractéristique. On s'injecte, ils ont des effets secondaires qui sont surtout reliés à l'injection. Donc, on peut avoir des rougeurs aussi d'injection quand on s'injecte en sous-cutané. Et plusieurs patients, au départ, vont avoir aussi ce qu'on appelle des effets pseudo-grippaux, c'est-à-dire des sensations de grippe, de rhume, des douleurs musculaires. Beaucoup de patients s'y habituent à la longue, mais il y a des patients pour qui c'est extrêmement difficile et des fois, on doit abandonner le traitement parce que c'est trop difficile. Alors ça, c'est la classe des interférons. Un autre molécule qui est complètement à part, qui est différente, qui existe depuis aussi longtemps, qui se donne aussi en administration sous-cutanée, c'est le Copaxone. Alors ça, c'est une molécule complètement différente, c'est des mécanismes d'action complètement différents des interférons. Lui aussi s'administre en sous-cutané par une injection, mais cette fois quotidienne. Et cette molécule-là, elle donne des réactions cutanées, mais les gens n'ont pas de réaction systémique, c'est-à-dire n'ont pas les effets pseudo-grippaux. Et d'ailleurs, ça facilite beaucoup son injection parce qu'on n'a pas besoin de faire de surveillance de la formule sanguine, donc s'il y a des possibles de baisse des globules blancs dans le sang, on n'a pas à surveiller le foie, ça facilite beaucoup le traitement. Par contre, les gens doivent s'injecter à tous les jours. Il y a d'autres molécules qui sont apparues maintenant pour la première ligne, 2 molécules qui se donnent en médication par la bouche. Alors, vous avez dans un premier temps l'Obadjo, qui est une médication qui se donne 1 fois par jour. C'est un médicament donc aussi qui a une efficacité modérée. Son avantage, c'est sûr, c'est une molécule qui se prend 1 fois par jour. Ses désavantages, c'est qu'il y a des effets secondaires. Un des principaux effets secondaires, c'est que la grossesse est complètement contre-indiquée avec cette molécule-là. C'est un médicament qui porte à risque pour que l'enfant développe des malformations. Donc, c'est toujours clair, on doit avoir presque un contrat avec les patients, surtout les patientes, bien sûr, qui prennent la médication, c'est qu'il faut absolument éviter tout risque de grossesse. Il faut faire aussi une surveillance serrée des enzymes du foie, donc il faut faire des prises de sang répétées au départ. Et un autre effet secondaire qui est un peu désagréable, c'est qu'on peut perdre un peu ses cheveux. À peu près, dans notre pratique, à nous, dans notre clinique, c'est presque 25 à 30 des patientes qui peuvent perdre leurs cheveux et des patients. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est transitoire. On voit ça surtout entre le 2e et le 9e mois. Et après 9 mois, généralement, il y a une récupération de la perte de cheveux. Et la perte de cheveux, c'est quand même léger. C'est les cheveux qui tombent, les cheveux s'amincissent, mais on ne devient pas chaud avec cette molécule-là. L'autre molécule qui est sortie aussi en même temps que l'Obadjo il y a 2 ans, ça s'appelle le Tecfidera. C'est une molécule qui se prend un comprimé, une capsule 2 fois par jour. Et les effets secondaires, ça donne surtout des effets gastro-intestinaux au départ, donc les gens peuvent avoir des maux de ventre, des diarrhées, qui sont généralement transitoires, qui rentrent dans l'ordre dans les 2 premiers mois en général. Et les gens peuvent avoir aussi ce qu'on appelle du flushing, c'est-à-dire quand les gens prennent la médication dans les heures qui suivent, surtout la prise du matin, ils vont avoir une espèce d'éruption rougeâtre au niveau du visage. Les gens vont nous dire que ça brûle comme un coup de soleil, et ça peut persister de 30 à 45 minutes. Lui aussi, il faut faire une surveillance serrée pour les risques de problèmes hépatiques et de formules sanguines. Alors, grosso modo, c'est les médicaments de première ligne qui sont disponibles, et on doit faire un choix, les patients et nous. On recommande toujours que la prise de décision se fasse entre le médecin et le patient. Alors, à choisir ce que pour le patient, ce qui lui apparaît le plus profitable en termes de mode d'administration, avec des effets secondaires qui sont quand même jugés acceptable pour la personne qui va prendre ce médicament-là. Quelles sont les différences dans les choix je parlerai de la 2e et la 3e ligne, parce qu'on peut alterner l'un et l'autre dépendant. Disons qu'actuellement, le débat ne permet pas vraiment de trancher s'il y a un ordre dans le choix des traitements. Je vais commencer en vous parlant, par exemple, du Gilenya, qui est une molécule un médicament qui se donne par la bouche. C'est un médicament qui se donne 1 fois par jour. C'est un médicament qui est très bien toléré. Rarement les gens ont des plaintes en termes d'effets secondaires avec cette médication-là, dans mon expérience. Le problème, par contre, c'est qu'il y a toujours une crainte que les gens développent des problèmes cardiaques. Donc, selon les recommandations des agences gouvernementales qui décident des médicaments,
Les patients qui prennent cette médication-là doivent être observés pendant 6 heures à la première dose. Et dans des cliniques privées. Et dans ces cliniques-là, on va faire des prises de pression, des électrocardiogrammes pour s'assurer que tout se passe bien. Par expérience, on a rarement des problèmes. Mais ça doit se faire parce qu'il y a eu malheureusement un cas de décès qui était inexpliqué, mais on pense que c'était pour des raisons cardiaques. Alors, le Gilenya, c'est une molécule, un médicament qui se prend 1 fois par jour, bien toléré, meilleure efficacité que la première ligne. L'autre choix, c'est un médicament qui existe depuis 1997, c'est le Tysabri. Alors ça, c'est une molécule qui est très efficace. C'est très simple pour l'administration. Les patients se présentent 1 fois par mois dans une clinique privée. Ils vont recevoir l'injection intraveineuse. C'est souvent apprécié par les patients, surtout les patients qui sont piqués longtemps et qu'on passe à une administration intraveineuse 1 fois par mois. C'est beaucoup plus simple. C'est une médication qui est très bien tolérée. Les gens ont rarement des effets secondaires. Quelques patients vont avoir des réactions allergiques durant les premières injections. Le hic avec cette molécule-là, c'est le risque à long terme. Alors, il y a malheureusement des patients qui peuvent développer une complication grave, sérieuse. Ils peuvent développer une infection qui est causée par ce qu'on appelle le virus JC. C'est un virus qui est présent normalement chez 50% des personnes, qui ne pose jamais de problème, sauf chez des gens qui prennent certains médicaments ou qui ont certaines maladies. Alors, malheureusement, les gens qui prennent le Tysabri font partie des gens qui sont à risque de développer cette complication-là, qui peut être mortelle. Alors, maintenant, on a développé des outils qui nous permettent de dépister qui sont à risque. Alors, on peut faire la recherche, savoir si les gens sont porteurs ou non du virus JC. Alors, si on sait que les gens sont porteurs du virus JC, on doit se limiter à on peut l'utiliser, mais on doit limiter son utilisation en 18 et 24 mois, parce qu'après ça, il y a trop de risques que les gens développent l'infection. Si les gens ne sont pas porteurs du virus, alors on peut utiliser jusqu'à maintenant, on sait qu'on peut utiliser le médicament sur une très longue période avec des risques très, très limités. Donc, un excellent médicament, mais par contre, avec des risques à la limite peuvent être mortels. Donc, il faut l'utiliser de façon judicieuse chez les bons patients avec des risques diminués. Il y a une molécule, quand je parlais tout à l'heure de troisième ligne, c'est parce qu'il y a une autre molécule qui est arrivée, c'est le Lemtrada, qui est un excellent médicament qu'on croit, là, on n'a pas eu de comparaison d'études qui permettent de comparer une contre l'autre directement, le Lemtrada avec le Tysabri. Mais c'est un médicament qui s'administre de façon très simple. Alors, les gens qui vont recevoir cette médication-là vont recevoir une injection intraveineuse pendant 5 jours la première année. Et la deuxième année, ils vont recevoir une injection intraveineuse pendant 3 jours. Donc, les gens ont 8 jours de traitement sur une période de 2 ans. Les gens ont par contre beaucoup d'effets secondaires. Ils peuvent avoir des effets secondaires au moment de l'administration. Ça doit se faire dans une clinique privée qui a d'expérience. On peut, avec des médicaments, contrer ces effets secondaires-là. Alors, c'est un excellent médicament. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données sur les risques à long terme. Et on sait un peu comme le Tysabri qu'il y a quand même des risques de complications qui peuvent être graves et sérieuses. Notamment, il y a des risques que les gens développent une anomalie des plaquettes sanguines qui peuvent entraîner des hémorragies. Et il y a quelques rares patients qui peuvent développer une maladie des reins qui peut entraîner en fait le fait que les reins ne fonctionnent plus. Il y a même eu des greffes rénales. Alors ça, c'est des conditions sérieuses. Alors, quand on traite une maladie comme la sclérose en plaques qui peut avoir une bonne évolution à long terme chez des jeunes patients, c'est sûr qu'il faut toujours y penser avant de donner des médicaments qui sont à risque comme ça. Alors, pour contrer ça, cette molécule-là ne nécessite pas des injections fréquentes, mais les patients doivent s'engager à avoir des prises de sang tous les mois pendant 4 ans suite à l'arrêt du médicament pour surveiller, s'assurer que les gens ne développent pas des problèmes au niveau des plaquettes ni au niveau des problèmes des reins. Et il faut savoir aussi que le tiers des patients peuvent développer des problèmes de glande thyroïde qui vont nécessiter une médication. Alors, il faut toujours mettre ça dans la balance quand on fait nos choix de traitement pour les patients. Quelles sont les stratégies de traitement qu'on a avec nos patients? On a parlé, en fait, des différentes molécules. Des patients, les personnes qui ont la sclérose en plaques font le choix du traitement en fonction de ce qui leur plaît le plus. On recommande toujours que le choix se fasse avec le médecin, mais moi, personnellement, j'aime autant toujours que les patients fassent un choix qui leur est propre, qu'ils acceptent, parce que c'est important que... C'est un contrat, ça. Alors, il faut que... C'est bien beau faire le choix du médicament, il faut que le patient le prenne. Hein. J'ai toujours dit, un médicament, ça vaut pas grand-chose quand vous l'achetez puis il reste dans votre tablette. Alors, il faut vraiment que que le patient soit confortable avec son choix. Une fois qu'on a fait le choix, est-ce qu'on arrête là puis on regarde le temps évoluer? Non. On était déjà contemplatif en sclérose en plaques. On l'est de moins en moins. Pourquoi on l'est de moins en moins? C'est parce qu'on a l'avantage d'avoir le choix des traitements. Alors, les médicaments, comme je dis souvent à mes patients, aujourd'hui, on peut aller à la guerre avec un tire-poids, on peut aller à la guerre avec un fusil, on peut aller à la guerre avec un canon, puis on peut aller même à la guerre avec une bombe atomique. C'est juste qu'il faut les utiliser au bon moment. C'est ça la stratégie de guerre. Donc,
le fait qu'on a plusieurs médicaments, ça nous permet de varier, en fait, nos approches. De plus en plus, on va aborder les traitements sclérose en plaques un peu à une façon individualisée. C'est-à-dire que les gens ne répondent pas de la même façon à tous les produits. Alors, il y a des gens qui répondent très bien à un produit, puis ne répondront pas à l'autre, et des fois, c'est vice-versa. Donc, avant, malheureusement, quand on n'avait pas beaucoup de molécules, bien, on donnait la médication, puis on laissait les gens aller, puis on arrêtait quand ça allait pas bien. Aujourd'hui, comme on a d'autres options, on est capable d'être proactif. Donc, c'est fini le temps de la contemplation, il faut agir. Alors, comment on fait ça? Ce qu'on fait en clinique, les médecins qui travaillent en sclérose en plaques, on est de moins en moins tolérants face aux poussées. Donc, si les gens ont des poussées qui s'accumulent, ça devient inacceptable. Il n'y a pas de raison de laisser quelqu'un sur une molécule, sur un médicament, si on n'est pas content de la fréquence des poussées. On va aussi agir si les gens font une poussée, mais s'ils restent avec des séquelles, c'est aussi important. On ne veut pas que les gens aient des poussées qui s'accumulent. Et là, maintenant, on a un outil qui est important, c'est qu'on peut répéter résonance magnétique. Alors, la stratégie qu'on utilise de plus en plus, c'est ce qu'on appelle NEDA. Alors, en anglais, on appelle ça No Evidence of Disease Activity. Alors, ça veut dire quoi? C'est que lorsqu'on donne un médicament à une personne, on veut s'assurer qu'il y ait peu ou pas de poussée, idéalement pas de poussée, qu'il n'y ait pas d'accumulation de déficit à l'examen neurologique, donc il n'y a pas d'évidence de progression, et qu'à la résonance magnétique, on réussisse à contrôler le mieux possible l'activité. L'activité se mesure comment? C'est l'addition de nouvelles plaques. Alors, de plus en plus, les médecins, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on introduit un nouveau traitement à une personne, on va faire une résonance de base et on va la répéter 6 mois, 12 mois, 18 mois après pour s'assurer que si le patient va bien cliniquement, qu'à la résonance magnétique, il y a une stabilité de l'image. Si on a des évidences qu'il y a des changements de résonance magnétique qui sont significatifs, il n'y a pas de raison de ne pas changer le médicament. Et les choix de traitement, généralement, ce qui est de plus en plus recommandé, c'est de passer, si on commence avec un médicament de première ligne, on passe à un médicament de deuxième ligne. C'est-à-dire qu'on progresse dans l'échelle, on prend des médicaments plus efficaces, mais avec plus de risques. Alors ça, c'est l'approche qui est de plus en plus recommandée et qui est de plus en plus suivie pour les patients. Alors ça, c'est pour les patients qui ont des maladies, disons, régulières de base. Parfois, quand on a des personnes qui ont des maladies très actives, c'est-à-dire qui ont des poussées sévères, qui ont beaucoup d'anomalies à résonance magnétique, que le médecin qui est un peu expérimenté en sclérose en plaques a la sensation que cette personne-là va aller mal, on n'attendra pas. Alors, on va d'emblée utiliser chez ces personnes-là des médicaments qui sont plus agressifs, donc qui sont plus à risque, mais par contre, qui ont une meilleure efficacité. Parce qu'en neurologie, notamment sclérose en plaques, de plus en plus, on tient la notion que time is brain, c'est-à-dire qu'il faut il faut sauver du temps pour sauver le cerveau. Quelles sont les approches non médicamenteuses qu'on peut utiliser en sclérose en plaques? En fait, on avance beaucoup à la compréhension d'une part de la génétique de la maladie, puis aussi des facteurs de risque de la maladie. Les avancées en génétique ont été importantes. On est rendu maintenant à 150 gènes qui sont identifiés comme capables de jouer dans la maladie. C'est sûr que quelqu'un qui a une maladie n'a pas les 150 gènes, mais il s'agit d'une combinaison de quelques gènes qui sont communs dans les familles, et ça, c'est des facteurs de risque de développer la maladie. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que les avancées en génétique nous ont permis, à la compréhension des avancées génétiques, nous ont permis d'avoir une réponse une partie de réponse à la cause de la maladie, et ça nous facilite le travail pour essayer de comprendre c'est quoi les facteurs environnementaux qui peuvent influencer la maladie. Et là, on a des facteurs qui jouent clairement un rôle dans la maladie, les plus importants étant le tabagisme. Le deuxième, c'est le fait que les gens ont déjà eu la mononucléose infectieuse. Et le troisième, c'est la vitamine D. Et il y a d'autres facteurs de risque qui vont éventuellement se pointer. Actuellement, on parle de la possibilité que peut-être que l'obésité à l'adolescence peut être un facteur de risque. Il y a des gens dans les pays scandinaves qui avancent aussi la consommation d'alcool durant l'adolescence peut être un facteur de risque. Il y a des gens qui croient aussi, ça serait à démontrer que des diètes trop importantes en sel pourraient être aussi un facteur de risque. Donc déjà, on peut agir sur la maladie en cessant de fumer. On sait que le fait de fumer, ça augmente non seulement le risque de développer la maladie, mais ça augmente aussi votre risque de devenir progressif secondaire. Donc, cesser de fumer, c'est une façon de traiter ou de diminuer votre risque. La mononucléose, on peut rien y faire. On l'a ou on l'a pas eu, donc on peut pas rien y faire. Peut-être qu'éventuellement, si on démontre que ça joue un rôle clé, on pourrait avoir des approches préventives chez les enfants pour prévenir la mononucléose, mais ça, on n'est pas rendu là encore. La vitamine D, par contre, il y a plusieurs données qui sont claires, qui démontrent que la vitamine D joue un rôle dans la maladie.
Et pour cette raison-là, la grande majorité des cliniques qui s'occupent de patients qui ont la sclérose en plaques recommandent la prise régulière de vitamine D comme moyen préventif pour la maladie. Quels sont les médicaments ou les nouvelles approches en recherche qui s'en viennent? Dans un premier temps, il faut préciser que dans le domaine de la neurologie, le secteur de la sclérose en plaques, c'est de loin le plus actif. Les gens qui travaillent en sclérose en plaques, on est souvent enviés par nos collègues d'autres spécialités, que ce soit en Parkinson, en Alzheimer, en vasculaire, comme ayant un domaine où les avancées sont, non seulement on est très actifs, mais on a aussi des succès. Et on le voit sur le terrain, là. On fait beaucoup mieux pour les patients qui ont la sclérose en plaques. On les guérit pas, mais on est capable de modifier l'évolution de la maladie, puis certainement d'améliorer leur qualité de vie. Alors, c'est un domaine super actif. On a eu beaucoup de développement dans les dernières années qui a complètement modifié les approches. Il y a une molécule qu'on attend. Cette molécule a passé les 2 étapes de la phase 3. Et cette molécule, c'est du daclizumab. Alors, cette molécule, c'est une médication qui se donne en sous-cutané 1 fois par mois. Déjà bien. Alors, donc, on diminue l'administration de la médication. Et dans le dernier protocole de phase 3, on l'a comparé avec une des molécules qui existent en interfront qui s'appelle l'Avonex. Cette médication-là fait beaucoup mieux que l'Avonex pour la fréquence des poussées, l'accumulation de déficits à l'examen neurologique et aussi pour prévenir l'accumulation des lésions à la résonance magnétique. Donc, c'est un médicament prometteur qui va arriver sur le marché. Et cette médication-là, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va la positionner. Est-ce qu'on va la mettre en première ligne? Est-ce qu'on va la mettre en deuxième ligne? Il y a encore des inconnus. On sait quand même qu'il y a certains risques avec cette médication-là, surtout pour le foie. Donc, il va falloir faire une surveillance de très près du foie. Et les gens peuvent avoir aussi des effets secondaires, parce que c'est une injection en sous-cutané. Donc, les gens peuvent avoir des réactions cutanées là, plus importantes qu'on est habitué de voir avec l'interféron. Donc, c'est un nouveau médicament qui va arriver incessamment sur le marché et qui va apporter un apport supplémentaire dans les choix de traitement, et avec comme avantage de faire une administration sous-cutanée 1 fois par mois, ce qui, pour plusieurs personnes, va être très intéressant comme approche. Plutôt de prendre, par exemple, des médicaments tous les jours par la bouche, on pourrait avoir une médication qu'on s'administre soi-même 1 fois par mois en injection sous-cutanée. Il y a des molécules qui sont utilisées depuis déjà quelques années et que les compagnies ont modifié un peu la structure et qui seront disponibles pour administration, mais de façon différente. Alors, le bel exemple, c'est le Plegridy. Alors ça, c'est l'équivalent de l'Avonex, mais qu'on a modifié. Et cette médication-là, l'Avonex, on donne cette médication-là 1 fois par semaine. Alors cette médication-là va se donner 1 fois par 2 semaines, avec à peu près les mêmes propriétés que l'Avonex, mais avec une administration beaucoup moins fréquente que l'Avonex. Dans les approches ultimes, quand on a quelqu'un qui a une maladie très active, ça s'adresse aux formes rémitantes de maladie. Alors, quand les gens ont des formes très, très actives de maladie, puis qu'on a tout essayé, on peut utiliser des greffes de moelle. Alors, c'est quoi la greffe de moelle? Ça se fait seulement dans quelques centres, aux États-Unis et au Canada. Donc, dans les greffes de moelle qui ont eu du succès, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une médication qui va totalement abolir le système immunitaire, mais au préalable, on aura prélevé des cellules immunitaires du patient, on les traite en laboratoire, on tue le système immunitaire et on réinjecte les cellules du système immunitaire chez le patient. Et le pari qu'on prend, c'est que le système immunitaire de la personne va se refaire à partir des cellules qu'on a prélevées. Et le pari qu'on prend, c'est de souhaiter que dans les cellules immunitaires qu'on a prélevées, qu'on réinjecte, on n'aura pas les mécanismes qui sont responsables de la sclérose en plaques. Donc, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on repart le système à zéro. En anglais, on dit on reset le système immunitaire des gens. Et ça, il y a eu des excellents succès. Ça s'est limité à quelques patients, mais on a eu d'excellents succès. Mais c'est vraiment pour les gens qui ont des formes très actives de la maladie. Il y a quand même des risques parce qu'on tue le système immunitaire, donc il y a quand même des risques de décès, dépendant du protocole qui est utilisé pour abolir le système immunitaire. Mais éventuellement, on entend de plus en plus parler des cellules souches en sclérose en plaques. Il faut savoir que pour le moment, il n'y a pas de données scientifiques qui démontrent que c'est utile ou que c'est efficace. Alors, les gens qui payent pour avoir ces traitements-là à l'étranger, c'est prématuré parce qu'il n'y a pas actuellement de démonstration suffisante.
Il y a de la recherche qui est financée, il y a de la recherche qui est notamment financée par la Société canadienne de la sclérose en plaques. Il y a des protocoles. C'est limité. Il y a à peu près 50 patients au Canada qui vont participer à ces études-là. C'est dans un protocole qui va regrouper à peu près 500 patients dans le monde. Et les gens qui participent à ces protocoles-là ne paieront pas pour participer au protocole. Et l'intérêt de cette étude-là, c'est ce qu'on appelle des greffes de cellules mésenchymateuses. Donc, c'est des cellules qu'on prélève chez le patient, qu'on traite en laboratoire, qu'on va réinjecter chez le patient. Et on souhaite que ces cellules-là mésenchymateuses vont être capables de synthétiser des produits qui vont favoriser la remininisation, donc de retourner en arrière, d'améliorer les déficits. Mais actuellement, c'est pas démontré. Les études doivent se faire. Ces études-là vont se faire pendant plusieurs mois, sinon quelques années. Et on doit attendre les résultats de ces études-là avant de dire que c'est des approches qui sont utiles. Donc, pour le moment, les gens qui entendent, qui voient sur Internet ou qui entendent parler d'autres que les cellules souches, c'est efficace, puis qui sont prêts à débourser 20 à 30 000 $, c'est prématuré. Les données scientifiques ne sont pas là pour démontrer hors de tout doute que ça fonctionne en sclérose en plaques. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour les formes progressives? Malheureusement, les patients qui ont des formes progressives se considèrent toujours comme les laissés pour compte de la maladie. Ils ont raison. Pas qu'ils sont laissés pour compte, mais que c'est décevant un peu les avancées. De notre côté, en recherche, on est quand même relativement content des avancées qu'on a obtenues pour la prévention des poussées. Alors, on a maintenant plusieurs molécules qui sont disponibles et on pense avoir une action efficace. Pour les formes progressives, c'est de plus en plus clair qu'on fait affaire avec une maladie qui n'utilise pas les mêmes mécanismes que dans les formes rémitantes. Et la raison qu'on dit ça, c'est que toutes les molécules qui ont été efficaces dans les formes rémitantes, on les teste tous dans les formes progressives. Les gens qui ont les formes progressives ont l'impression qu'on fait rien, mais c'est pas vrai. Les médicaments sont testés. Malheureusement, on a des résultats qui ne fonctionnent pas. Le dernier exemple, c'est le Gilenya, qui est efficace dans les formes rémitantes de la maladie. Il a été testé dans les formes progressives primaires et ça ne fonctionne pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de la recherche, comme on est quand même content des avancées qu'on a eues sur les formes rémitantes, il y a de plus en plus de gens qui se tournent maintenant vers les formes progressives. Et ce qu'on fait, c'est qu'on on cherche ailleurs. Donc, on cherche d'autres voies, d'autres mécanismes pour essayer d'aider les gens. Et graduellement, on commence à avoir du succès. Alors récemment, on a rapporté dans un grand congrès américain que la biotine, qui est une forme de vitamine B, qui est utilisée à des fortes doses. Alors, les besoins de biotine pour quelqu'un, c'est d'1 mg par jour. Alors, le protocole qui a été fait en Europe, on donnait 300 mg par jour de biotine. Et on a démontré dans cette étude-là, qui est une petite étude quand même, à peine quelques 100 patients. Il faut savoir, dans les grandes études qu'on utilise en sclérose en plaques, généralement, on prend plus que 1000 patients. Mais on a été capable, avec cette molécule-là, de stabiliser, même un peu améliorer les déficits neurologiques des gens. Donc, c'est une ouverture pour les gens qui ont des formes progressives. Aussi, dans le même congrès, on a parlé aussi du dilantin, qui pourrait avoir un rôle aussi de protection. Donc, actuellement, les gens recherchent surtout des vieilles molécules qui sont utilisées, par exemple, il y a eu des études qui ont été faites récemment sur les statines qu'on utilise dans le cholestérol. Alors, on utilise des vieilles molécules, on essaie de voir si on peut avoir un effet sur la neuroprotection, c'est-à-dire de prévenir la dégénérescence axonale. Alors ça, c'est des choses qui commencent et c'est des choses qu'on s'attend qui vont avoir des résultats dans les prochaines années. L'autre chose qu'il faut savoir aussi pour les formes progressives, souvent la principale plainte des gens qui ont la forme progressive, c'est surtout les déficits, les difficultés à la marche, et ils ont bien raison. Alors, il faut savoir qu'il y a des développements qui se font en dehors de la recherche en sclérose en plaques qui pourraient donner des réponses aux gens qui ont la sclérose en plaques. Alors, là-dessus, je parle de quoi? En fait, je parle des développements qui se font actuellement au niveau des orthèses. Alors, on voit de plus en plus maintenant des exosquelettes, donc des aides à la marche. Alors, c'est des armures qui ont été développées par l'armée américaine et les différents corps d'armée, et c'est comme des armures, donc les gens s'insèrent dans des machines et on peut faire marcher des gens qui ont des déficits neurologiques. Donc, le domaine, les développements pour les gens qui ont de la difficulté à la marche en maladie vont venir, c'est sûr, du secteur médical, mais ils vont venir aussi de plus en plus du secteur technologique. Et ça, c'est tout nouveau, c'est des développements importants qui vont se concrétiser de plus en plus dans les prochaines années. Quand j'ai fait mon choix de travailler en sclérose en plaques, quand j'ai fait mon choix de spécialité il y a une vingtaine d'années, mon choix était guidé par le fait que j'avais l'impression qu'en sclérose en plaques, il y avait des possibilités de développement pour les traitements.
C'est une maladie qui, à mon évaluation à l'époque, était une maladie qu'on pouvait éventuellement traiter. En plus de ça, les gens qu'on traite en sclérose en plaques, c'est souvent des jeunes adultes, des gens qui sont touchés en pleine phase productive de leur vie. Puis c'est des gens pour lesquels on s'attache. Hein? C'est des gens, on se reconnaît dans ces gens-là. Bon, maintenant, ça fait 20 ans que je travaille en sclérose en plaques. J'ai pas fait une part importante. J'ai fait ma petite part pour les traitements de sclérose en plaques. D'autres l'ont fait plus que moi. Mais effectivement, j'ai dépassé ma mi-carrière, mais les développements qu'on a connus en sclérose en plaques sont impressionnants. On sait qu'il va y en avoir d'autres. Est-ce que je suis content? Oui, je suis super content. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on aide les gens, qu'on fait une différence et qu'on s'en va vraiment vers la bonne voie pour aider les gens dans le futur.